Bonsoir à tous, bienvenue sur C8. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. Cette nuit, ce soir, c'est avec Stéphane Zweig que nous allons partir en vadrouille. En effet, je vais avoir le plaisir de poursuivre la lecture de l'ivresse de la métamorphose. Nous allons retrouver notre chère Christine qui vient justement d'éprouver les joies de cette métamorphose dont elle vient d'expérimenter le plaisir, se parant d'une robe prêtée par sa tante. Nous les retrouvons en plein déjeuner. L'oncle est assis imposant en face d'elle. Son visage respire le bien-être et la satisfaction. L'exubérance débordante de sa nièce le réjouit énormément. Redevenir jeune, pense-t-il, pouvoir serrer dans ses bras une jeune fille ardente, pétulante. Il se sent émoustillé, égayé, rajeuni et presque audacieux. Lui, d'habitude flegmatique, plutôt maussade. Il déniche dans un effort de mémoire toutes sortes d'anecdotes plaisantes, certaines un peu osées. Inconsciemment, il veut alimenter le feu qui réchauffe si agréablement ses vieux os. Il ronronne de plaisir comme un chat. Il étouffe dans son veston, ses joues se colorent dangereusement. Il ressemble soudain au roi de la fève dans le tableau de Jordaens, le visage rutilant de bien-être et de vin. À tout moment, il porte un toast à sa nièce et il est sur le point de commander du champagne quand la tante qui le surveille, amusée, lui pose sur le bras une main réprobatrice et lui rappelle les recommandations du médecin. Pendant ce temps, parviennent du hall voisin des bruits d'orchestre. Cela teinte, grince, tambourine, coasse comme un soufflet de forge fou. Musique de danse. Le vieil oncle pose son gros cigare brésilien dans le cendrier, cligne de l'œil. Dis, je le vois dans tes yeux, tu voudrais bien danser. Rien qu'avec moi, mon oncle. Rien qu'avec toi, mon oncle, dit-elle, mutine, l'air enjôleur. Mon Dieu, ne serais-je pas un peu grise? Elle ne peut s'empêcher de rire continuellement. Elle sent toujours en haut, dans la gorge, un curieux picotement et chaque mot est suivi d'un tri joyeux, irrésistible. Ne promets rien, grommelle l'oncle. Il y a de sacrés beaux jeunes gens qui, à 3, ne font pas mon âge et qui chacun danse 7 fois mieux qu'un vieux rhinocéros goûteux. Mais tu en prends la responsabilité, si tu en as le courage, on y va. Il lui offre galamment le bras à l'ancienne. Elle le prend, elle bavarde et rit, elle s'agite et rit. La tante suit, amusée, la musique résonne, la salle est éblouissante de couleurs et d'éclats. Les clients observent avec une curiosité bienveillante. Les serveurs déplacent une table. Tout le monde est aimable, accueillant. Il n'y a pas besoin de beaucoup de courage pour se frayer un chemin dans ce joyeux tourbillon. L'oncle Anthony n'est vraiment pas un champion de danse. Sous son gilet, un bourrelet de graisse tremblote à chaque pas. Il conduit, hésitant et gauche, l'homme corpulent aux cheveux gris. Mais à sa place, c'est la musique qui conduit, cette musique très syncopée, entraînante, cette musique endiablée, tourbillonnante, remarquablement rythmée. Chaque coup de cymbale provoque un choc jusque dans les jarrets, mais un choc délicieux. Avec quelle douceur, en revanche, le son du violon détend les membres, comme on est secoué, bousculé, pétri, dominé par l'emprise brutale de la cadence impérieuse. Il joue diablement bien. Et vraiment, ils ont l'air de diables, des diables en livrée, enchaînés, ces argentins basanés dans leur tunique brune, troupe folle. Là, le maigre à lunettes qui glousse et s'étrangle furieusement dans son saxophone, comme s'il voulait, ivre, le vider jusqu'à la dernière goutte, et près de lui, encore plus exalté, un pianiste adipeux, chevelu, qui, dans un enthousiasme bien étudié, tape en apparence au hasard sur les touches comme un bûcheron, tandis que son voisin à la denture chevaline déchaîne une fureur incompréhensible sur la batterie et les carillons. Tous semblent piqués par la tarentule. Sans cesse, ils s'agitent et tressautent sur leur siège, comme sous l'effet d'une décharge électrique. Avec des mouvements simiesques et une rage affectée, ils se déchaînent sur leurs instruments. Cependant, ce vacarme infernal, Christine s'en rend compte au milieu de la danse, travaille avec la précision d'une machine à coudre. Toutes ces extravagances imitées des orchestres noirs, les grimaces, les gloussements, les attitudes, la tenue des instruments, les cris excitants et les plaisanteries ont été étudiées devant la glace et les partitions jusqu'au moindre détail. La fureur simulée est digne de grands acteurs. Ceux-là, ces femmes aux longues jambes, aux hanches minces,
Au visage poudré semble aussi le savoir, car elle ne se laisse visiblement ni prendre ni émouvoir par cette excitation artificielle renouvelée chaque soir. Avec leur sourire souligné par les phares, leurs mains nerveuses aux ongles rouges, elles se tiennent souples dans les bras de leur danseur. Leur regard droit, froid, fixé dans le vague, atteste qu'elles pensent à autre chose, probablement à rien. Il n'y a qu'elle, l'étrangère, la novice qui, dans sa surprise, doit se garder de trahir son émotion et tempérer ses regards, car tout son sang est bouleversé par cette musique cynique et passionnée, cette musique insolente au charme maléfique. Lorsque maintenant le rythme poussé à son paroxysme s'arrête net et que le silence se fait, elle respire, comme échappée d'un danger. L'oncle, lui aussi, respire péniblement mais fièrement. Il peut enfin essuyer la sueur de son front et reprendre son souffle. D'un pas triomphant, il reconduit Christine à la table et, oh, surprise, la tante a déjà commandé pour eux des sorbets glacés. Christine venait justement d'en ressentir le désir plus dans son corps que dans sa pensée. Quel bonheur ce serait de pouvoir maintenant rafraîchir sa gorge, son sang. Et déjà, avant que le vœu soit formulé, elle trouve devant elle, prête, une coupe d'argent glacé. Un monde de contes de fées où l'accomplissement précède le désir encore informulé. Peut-on être ici autrement qu'heureux? Ravie, elle déguste la fraîcheur brûlante, la douceur âpre du sorbet, comme si elle aspirait par cette mince paille toute la sève et toute la douceur du monde. De joie, les battements de son cœur se font plus saccadés. Dans ses doigts frémit un désir de tendresse. Spontanément, elle se retourne, cherchant des yeux quelqu'un ou quelque chose pour lui dédier un peu de cette plénitude intime, de cette ardente reconnaissance. Elle voit alors près d'elle son oncle, ce vieux brave homme. Il est assis un peu épuisé dans un profond fauteuil. Il souffle, halète encore et essuie de son mouchoir des gouttes de sueur sur son visage. Il s'est dépensé sans compter pour lui faire plaisir. Peut-être même en des efforts qui lui sont interdits. Reconnaissante, elle ne peut se retenir de caresser doucement sa main lourde, ridée, appuyée sur le bras du siège. Un sourire éclaire son visage et il retrouve son entrain. Il comprend ce que signifie ce geste spontané d'un être jeune, timide, s'éveillant à la vie. La gratitude émue dans le regard de sa nièce fait de lui un père comblé. Mais il serait injuste de ne remercier que lui et pas la tante, car c'est à elle qu'elle doit sa présence ici, cette protection affectueuse, la magnifique robe, et ce bonheur sans nuage dans ce monde riche, enivrant. Aussi, de sa main gauche saisit-elle celle de sa tante et reste ainsi assise, unie à tous les deux rayonnante, dans la salle illuminée comme une enfant sous l'arbre de Noël. Voici que la musique reprend, plus sombre, plus lente, plus douce. Elle se glisse comme une traîne de soie noire mordorée. Un tango. L'oncle fait un visage malheureux. Elle doit l'excuser. Ses jambes de 67 ans ne peuvent suivre un rythme aussi souple. « Mais non, mon oncle, je préfère 1000 fois rester assise près de vous, » dit-elle. Et elle est sincère. Tenant tendrement à droite, à gauche, les deux mains. Elle se sent si bien dans la chaleur de ce cercle familial et totalement rassurée sous leur garde protectrice. Mais une ombre passe, quelqu'un s'incline devant elle, un homme de haute taille au visage glabre de soldat, bruni par le soleil qui contraste avec la cuirasse et la blancheur de neige de son smoking. Il claque les talons à l'allemande et, avec correction, demande à la tante si elle permet. Mais volontiers, dit celle-ci en souriant, fière elle-même du succès rapide de sa protégée. Stupéfaite, les genoux un peu tremblants, Christine se lève. La surprise d'être choisie parmi toutes ces femmes belles, élégantes, par un étranger distingué lui donne un véritable coup au cœur.
une profonde inspiration pour dissiper son trouble, et elle pose sa main tremblante sur l'épaule de son cavalier. Dès le premier pas, elle se sent conduite avec aisance et fermeté par un impeccable danseur. Elle n'a qu'à suivre la pression à peine perceptible et déjà son corps épouse les flexions, les mouvements de son partenaire. Elle n'a qu'à s'abandonner au rythme entraînant, à la douceur enveloppante et, comme par miracle, son pied exécute parfaitement le pas. Elle n'a jamais dansé ainsi. Et elle s'étonne que cela lui soit si facile. Comme si un autre corps lui était échu sous un autre vêtement, comme si elle avait déjà dans un songe lointain appris et répété cet accord dans les mouvements, tellement elle se plie exactement sans peine à la volonté étrangère. Une impression de sécurité comme dans un rêve s'empare d'elle. La tête renversée en arrière, comme sur un cousin de nuée, les yeux mi-fermés, la poitrine légèrement agitée sous la robe de soie détachée de tout. Ne s'appartenant plus, elle se sent, à sa propre surprise, glissée, aérienne à travers la salle. Parfois, quand elle s'arrache à cette houle puissante qui l'emporte et lève son regard vers le visage étranger si proche, elle croit avoir brillé dans ses yeux durs un sourire satisfait, approbateur. Et il lui semble alors que la main qui la guide augmente, plus familière, sa pression. Une faible crainte énervante et presque voluptueuse parcourt imprécise ses veines. Qu'arriverait-il si ces dures mains masculines la pressaient plus fortement? Si cet étranger au visage hautain taillé à coups de serpe la saisissait soudain, l'attirait à lui? Pourrait-elle se défendre? Est-ce qu'on ne s'abandonnerait pas et qu'on céderait comme maintenant dans la danse? Sans qu'elle s'en rende compte, un peu de la sensualité provoquée par cette évocation vague passe dans ses membres qui suivent son cavalier avec toujours plus de souplesse. Déjà quelques personnes remarquent ce couple parfait et elle perçoit au milieu de la danse la force enivrante de cette attention, de cette admiration. Elle obéit de mieux en mieux à la volonté de son partenaire, mêle son souffle au sien et épouse ses mouvements. Et la découverte du plaisir éprouvé par son corps la pénètre comme par des fibres nouvelles et hausse son âme à un sentiment jamais encore atteint. Après la danse, le jeune homme blond, il s'est présenté ingénieur de Gladbach, l'a reconduit cérémonieux à la table de l'oncle. Au moment où elle abandonne son bras, la chaleur du mince contact disparaît et elle se sent plus faible et amoindrie, comme si par ce lien rompu, une partie de sa force s'était échappée. En s'asseyant, elle n'a pas encore retrouvé ses esprits. Faible et heureuse, elle sourit à l'oncle qui l'accueille aimablement et ne remarque pas au premier moment que déjà une troisième personne est assise à leur table. Le général Elkins. Maintenant, il se lève et s'incline. Il est venu spécialement pour prier la tante de le présenter à cette charming girl. Il se tient devant elle, comme devant une grande dame au garde à vous, son visage sérieux, respectueusement incliné. Christine se trouble, cherche à se ressaisir. Mon Dieu, de quoi parler avec un homme si terriblement distingué et célèbre dont la photo, à ce que raconte la tante, a pu être vue dans tous les journaux et même au cinéma. Mais c'est le général Elkins lui-même qui s'excuse auprès d'elle de son misérable allemand. Il a bien étudié à Heidelberg, mais il est assez triste pour lui d'avouer de tels chiffres, il y a plus de 40 ans. Et une aussi remarquable danseuse devra faire preuve d'indulgence s'il se permet de l'inviter pour la prochaine danse. Il a encore dans la cuisse gauche un éclat d'obus souvenir d'Ypres. D'ailleurs, finalement, dans ce monde, on ne réussit qu'avec de l'indulgence. Christine, confuse, ne sait que répondre. Ce n'est que lorsqu'elle danse lentement, prudemment avec lui, qu'elle s'étonne elle-même de constater combien la conversation lui devient facile. Qui suis-je donc? Pense-t-elle, tandis qu'un frisson la parcourt à fleur de peau. Comment puis-je subitement tout réussir? Avec quelle adresse, quelle légèreté j'ai voulu, moi qui étais autrefois
Le professeur de danse l'avait dit, si raide, si maladroite, et maintenant c'est moi qui conduis et non lui. Et avec quelle facilité je parle. Et ce ne doit pas être trop stupide, car cet homme important m'écoute avec complaisance. Est-ce le vêtement, est-ce le monde qui m'ont transformé? Ou bien avais-je déjà tout cela en moi et n'ai-je pas toujours manqué de courage, été trop timide? Ma mère me l'a souvent dit. Peut-être que la vie entière est infiniment plus simple que je ne le croyais. Il ne faut qu'avoir le courage de s'examiner, de se découvrir. Et alors de dons célestes insoupçonnés vous vient la force. Après la danse, le général Elkins fait avec elle le tour de la salle d'un pas lent et mesuré. Elle est fière de marcher à son bras. Regardant devant elle d'un regard assuré, sa nuque se tend et elle sent que la raideur de cette attitude la rend plus jeune et plus belle. Pendant leur conversation, elle confesse ouvertement au général qu'elle ne connaît pas du tout Dangadine, ni Malora, ni Sils Maria. Mais cette révélation semble plutôt lui faire plaisir qu'atténuer son respect. Lui permettra-t-elle de la conduire demain matin dans son auto à Malora? Avec grand plaisir, dit-elle, stupéfaite de bonheur et de respect. Et reconnaissante, serre. Où a-t-elle pris ce courage? Presque en camarade, la main de cet homme âgé distingué. Elle se sent de plus en plus chez elle dans cette salle, ce matin si hostile, de plus en plus assurée depuis que tous rivalisent pour lui préparer d'heureuses surprises, depuis qu'elle voit comment ici des contacts passagers créent des liens sociaux forts et confiants, tandis qu'en bas, dans son monde étriqué, chacun envie au voisin le beurre de sa tartine et l'anneau à son doigt. Enthousiaste, elle rapporte à l'oncle et à la tante l'aimable invitation du général, mais on ne lui laisse pas beaucoup de temps pour bavarder. À la danse suivante, l'ingénieur allemand vient de nouveau la chercher en traversant toute la salle. Par lui, elle fait la connaissance d'un médecin français, par l'oncle d'un ami américain, ainsi que d'une foule d'autres gens. Dans son émotion et son bonheur, elle ne comprend pas les noms. En 10 ans, elle n'a pas rencontré autant de gens sympathiques, polis, élégants que pendant ces 2 heures. On l'invite à danser, on lui offre des cigarettes et des liqueurs, on lui propose des excursions, une course en montagne. Chacun paraît curieux de la connaître et chacun lui prodigue cette amabilité visiblement naturelle ici à tous. Quel succès, mon petit, lui murmure la tante, fière du tourbillon qui se crée autour de sa protégée, et il faut un bâillement mal dissimulé de l'oncle pour rappeler aux 2 femmes que le vieil homme, peu à peu, s'est fatigué. Par vanité, il nie d'abord son épuisement visible. Finalement, il cède. Oui, il est préférable que nous allions nous reposer. Pas trop à la fois, demain aussi il fera jour et we will make a good job of it. Christine jette un dernier regard à la salle enchanteresse resplendissante de musique et de mouvement. Elle se sent comme au sortir d'un bain renouvelé, rafraîchi, tous ses nerfs vibrent de joie. Dans un élan de reconnaissance, elle offre son bras à son oncle. Se penche rapidement et dans un mouvement spontané baise la main ridée. La voilà, seule dans sa chambre étonnée, troublée, inquiète d'elle-même et du silence qui soudain l'environne. C'est seulement maintenant qu'elle s'aperçoit combien sa peau est en feu sous la robe légère. Soudain, la pièce fermée lui semble trop étroite, trop tendue, son corps agité, brûlant sous l'emprise d'un sentiment écrasant. Un bond jusqu'à la porte-fenêtre. Celle-ci, ouverte, laisse s'engouffrer la fraîcheur montant de la neige qui caresse ses épaules nues. Maintenant, sa respiration est redevenue aisée, régulière. Elle sort sur le balcon et frémit de bonheur dans ce face-à-face soudain entre sa propre plénitude et le vide immense du paysage. Et d'entendre battre, farouche, un petit cœur terrestre si seul sous la gigantesque voûte nocturne. Ici aussi règne le silence. Mais un silence plus puissant, plus élémentaire que celui de la pièce bâtie par des mains d'hommes. Un silence qui n'oppresse pas, mais qui délie, détend. Muettes les montagnes auparavant étincelantes,
plongés maintenant dans leur propre ombre, gigantesques chats noirs accroupis aux yeux phosphorescents de neige. L'air est parfaitement immobile dans la lueur opaline de la lune déjà presque pleine. Elle flotte, là-haut, perle jaune un peu inégale entre la jonchée de diamants des étoiles. Sa lumière blafarde ne dévoile qu'indistinctement les contours de la vallée baignée de brume. Jamais elle n'a éprouvé une telle impression de majesté, imposant sa puissance à l'âme comme à la vue de ce paysage au silence divin. Toute agitation s'apaise en elle devant ce calme absolu. Elle écoute attentive, s'imprègne avidement de ce silence pour s'abîmer en lui de tout son être. Soudain, comme venue de l'univers, une onde de bronze roule puissante dans l'air glacé. En bas, dans la vallée, la cloche de l'église a sonné. Surprise, les parois rocheuses se renvoient à droite, à gauche, la balle d'airain. Comme si le battant de cloche avait frappé son cœur, Christine sursaute et prête l'oreille de nouveau. Le grondement de bronze résonne dans la mer de brouillard, oui. Encore une fois. Encore une fois. Stupéfaite, elle compte les coups. 9, 10, 11, 12. Est-ce possible? Il n'est que minuit. Cela ne ferait que 12 heures depuis son arrivée. Timide, craintif, désemparé, avec une malheureuse petite âme toute rabougrie. Seulement une journée, non, une demi-journée. Et pour la première fois, à ce moment, un être, objet d'une révélation bienheureuse qui l'ébranle dans ses profondeurs, commence à entrevoir de quelle étoffe mystérieusement délicate et malléable notre âme est constituée. Puisqu'un seul événement suffit pour l'agrandir à l'infini et lui faire englober dans son espace l'univers entier. Voilà, c'est là-dessus que nous allons nous arrêter. C'était donc l'ivresse de la métamorphose de Stefan Zweig. Je suis ravie d'avoir passé ce moment avec vous. Je vous invite à nous retrouver sur les réseaux sociaux #VBN. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt sur notre chaîne pour de nouvelles aventures littéraires. Excellente journée si vous vous réveillez, très bonne nuit si vous vous couchez.